à toutes et à tous, bienvenue sur Enquête Inter. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième émission de votre podcast consacré à l'actualité internationale. Notre objectif sera toujours de décrypter les grands enjeux et les thématiques de notre monde, en veillant à les expliquer pour vous donner des pistes de réflexion. Vous regardez Enquête Inter sur YouTube et vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour retrouver toutes les dernières infos et ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à partager autour de vous. À présent, tout est dit, il est l'heure d'écouter les voix sur le monde, celles d'Enquête Inter. Et pour cette deuxième émission, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Antoine Boré. Bonjour. Bonjour Théo et merci pour l'invitation. Antoine, tu es étudiant en deuxième année de licence de sciences politiques et en journalisme à l'Académie ESJ Lille. Depuis novembre 2024, tu tiens une chronique politique intitulée L'édito politique dans le podcast étudiant Tour d'Horizon. Tu interviens dans les classes de collège et de lycée pour parler du paysage médiatique et de la désinformation, pour témoigner de ton expérience également. Et puis on voit aussi qu'à travers plusieurs exposés et productions journalistiques que tu as pu réaliser, tu t'intéresses beaucoup aux questions de la concentration des médias, de la liberté de la presse ou du traitement de l'actualité aujourd'hui. Alors justement, ce sont ces thématiques que nous allons évoquer ensemble. Liberté de la presse, concentration des médias, traitement de l'actualité internationale dans les médias, journalisme et réseaux sociaux, les médias comme un pouvoir également de la démocratie, on parle souvent de quatrième pouvoir, la désinformation ou même encore la récupération, la manipulation politique de l'information. Bon, je m'arrête ici Antoine parce qu'on va développer toutes ces questions ensemble et notre objectif va être vraiment de vous donner des pistes de réflexion, des clés de compréhension sur ces sujets, mais en aucun cas d'orienter le discours politiquement ou de promouvoir ni d'accuser formellement des personnalités ou des idées, c'était nécessaire de le rappeler. Alors j'aimerais commencer d'abord par une première question, Antoine, qui nous permettra d'introduire cette émission. Toi, personnellement, en tant qu'étudiant en journalisme et donc futur journaliste politique, quel regard tu portes sur le monde du journalisme, sur la situation actuelle des médias dans le monde et sur son rapport à la démocratie ? Moi, je pense qu'en fait, ma position est assez paradoxale, mais je vais l'expliquer. D'un côté, il y a des signaux qui sont de plus en plus préoccupants au niveau de la liberté de la presse. On aura le temps, je pense, d'en développer tout au long de cette émission. Au niveau de la concentration des médias, le fait que les politiques interviennent de plus en plus aussi au niveau de l'actualité et de l'information, de plus en plus de répression aussi envers les journalistes. Mais l'ensemble de ces signaux qui sont alarmants et qui s'accentuent de plus en plus chaque année, je pense qu'en même temps, ça nourrit une volonté, pour ma part, de franchir les portes d'écoles de journalisme, d'avoir une formation complète et ensuite de pouvoir exercer ce métier, je l'espère par la suite. Je pense que c'est vraiment ça aussi qui va pousser peut-être un étudiant de voir que aujourd'hui la situation des médias peut être préoccupante, mais en même temps on a envie peut-être d'y participer à sa petite échelle, mais au moins essayer de faire vivre cette liberté de la presse qui est important, parce que je pense qu'aujourd'hui on peut considérer que le journalisme constitue le fondement de la démocratie aujourd'hui, et dès lors que le monde des médias, le monde du journalisme est attaqué, la démocratie va mal. Donc justement, ça ne te fait pas peur plus que ça ? C'est plus justement une volonté d'apporter son regard et de renforcer la démocratie avec les médias et d'entrer dans ce monde médiatique. À chaque fois qu'il y a des signaux comme ça qui apparaissent, évidemment c'est inquiétant en tant que citoyen, mais je pense qu'en tant que journaliste, ça donne encore plus envie de montrer que même s'il peut y avoir des répressions, même s'il peut y avoir des coups portés au monde de la presse et du journalisme, les journalistes sont encore là. Donc je pense qu'en effet, c'est important que les journalistes se mobilisent, continuent de produire une information de qualité malgré les coups qui peuvent être portés. Dès les écoles de journalisme, donc. Je pense que oui, ça participe en effet, parce qu'à travers une formation complète, on va déjà entrevoir, on va dire, les enjeux au niveau des médias, et ensuite ça permet de les appliquer concrètement par la suite dans le futur métier. On va commencer donc par aborder cette situation du journalisme plus globalement dans le monde, à la fois la liberté de la presse qui est de plus en plus en danger, aussi la concentration des médias qui s'intensifie. Récemment, l'ONG de référence Reporters sans frontières a sorti son classement 2025 de la liberté de la presse. Le top 10 se trouve en Europe, avec les pays scandinaves en tête. Et tout à l'opposé, les 5 derniers du classement sont l'Érythrée, la Corée du Nord, la Chine, la Syrie et l'Iran.
On voit clairement une différence donc, qui peut être liée au régime politique. Selon toi, qu'est-ce qui explique ces écarts? Est-ce que plus un pays est démocratique, plus la situation de la presse sera bonne? Je pense que les chiffres témoignent d'une situation qui est claire. Plus un pays est démocratique, plus la santé des médias est bonne et plus on voit que du coup RSF sans frontières va positionner ces pays dans des couleurs vertes. On peut reprendre la carte qui a été publiée en 2025. On voit par exemple qu'au niveau de l'Europe, le premier pays c'est la Norvège, qui est un pays qui est connu pour être démocratique, mais plus globalement l'ensemble des pays scandinaves sont en effet considérés comme avec une bonne situation de sûreté pour les médias, où la démocratie est quand même prononcée. Et on voit que dans des pays où le populisme, par exemple, avec des personnalités d'extrême droite qui portent des coups aux médias et au monde du journalisme, eh bien, on voit que ces pays s'assombrissent petit à petit. On peut donner par exemple un exemple avec l'Argentine, Javier Milei. En 2024, on était à la 66e place. Aujourd'hui, on est à la 87e place. On voit que la situation au niveau de la liberté de la presse se dégrade. Et plus globalement, on voit qu'en Afrique et aussi dans le continent asiatique, on voit que c'est là où la couleur rouge et la couleur jaune, qui correspondent à une situation problématique et inquiétante pour le journalisme, sont très prononcées, contrairement à d'autres pays en Europe. Bah, justement, intéressant aussi de regarder la position de pays comme l'Australie, 29e sur 180, l'Italie 49e, qui est peut-être une exception européenne avec la Hongrie, la Slovaquie ou d'autres pays dominés maintenant par l'extrême droite, on en reparlera, le Sénégal 74e, qui est un pays d'Afrique, ou l'Argentine 87e. Donc ça dit quelque chose de la situation politique d'un pays, réellement la santé des médias? Oui, parce qu'on voit par exemple avec l'arrivée de Giorgia Meloni, qui est la présidente du Conseil En Italie, en ouais. Italie, on voit que la situation s'est dégradée. On voit qu'en Argentine aussi, avec l'arrivée de Donald Trump également. Donc on voit que dès lors que la situation politique évolue avec l'arrivée de dirigeants qu'on peut considérer comme ultra-libéraux, vont porter des coups assez prononcés à l'encontre des médias, ce qui va avoir une répercussion forcément sur leur santé. Et on voit qu'RSF, chaque année, met à jour ces chiffres, et on voit que en fonction du dirigeant, il y a une évolution. Et c'est assez intéressant de voir que le personnage politique qui représente le pays va affecter la position du classement de RSF. Mais pourquoi ils décident de s'attaquer précisément aux médias? Parce que qu'est-ce que pour eux ils voient, ou ou ils voient comme important dans les médias? Pourquoi ils vont s'attaquer précisément aux médias? Quel impact peut avoir les médias en fait sur la situation politique? L'information est un enjeu primordial, puisque c'est ce qui va permettre de délivrer aux citoyens et aux citoyennes. L'ensemble des médias diffusent donc une information sur à la fois la situation politique, économique et sociale. Donc, dès lors qu'un média va diffuser une information qui ne plaît pas à des dirigeants, évidemment, ça va impacter leur réputation. Donc, on voit qu'il y a une volonté de plus en plus des dirigeants politiques de contrôler cette information par différents biais pour aiguiller, on va dire, l'information à leur avantage. Donc, l'objectif, c'est vraiment on va dire, de contrôler l'information pour que, in fine, il n'y ait pas d'informations qui aillent à leur encontre, et éviter que, on va dire que le sentiment de défiance des citoyens à leur encontre soit de plus en plus important, parce que plus on a d'informations contradictoires à l'encontre de dirigeants, plus évidemment ça va impacter le sentiment de défiance envers les citoyens. Et donc chacun, selon toi, devrait, ou en tout cas être informé de la situation des médias dans le monde et dans leur pays, et donc regarder ces classements et ces cartes qui sont produits par RSF. Mais je pense que oui, c'est important que chaque citoyen soit conscient de la situation dans laquelle se trouvent les médias. On voit après, malheureusement aussi, dans certains médias, que la population est, on va dire, dépendante des actions du gouvernement,
en place. On voit par exemple avec Vladimir Poutine, les chaînes d'information qui sont diffusées sont entièrement contrôlées par le pouvoir et que la liberté d'expression, la liberté de la presse n'est pas prononcée. Donc les citoyens ne peuvent pas avoir accès ou difficilement à une information fiable. Donc quand on vous communique une information qui est manipulée, mais vous ne le savez pas qu'elle est manipulée, bah forcément, on peut considérer cette information comme juste, objective, acquise. Donc c'est vrai que forcément, quand l'information est restreinte, ça a un impact aussi sur la population. Justement, on y reviendra un petit ce lien avec les autorités politiques et les médias. Je voudrais juste d'abord refaire un petit focus sur 3 pays, notamment d'abord l'Australie, qui est classée 29e sur 180, donc on pourrait se dire que c'est un bon score par rapport aux 180 autres pays, mais c'est quand même assez bas pour une démocratie, c'est un score assez inquiétant. Pourtant l'Australie, c'est une démocratie justement. Qu'est-ce qui pose problème en Australie particulièrement ? Bah, en fait, pour avoir lu pas mal d'articles sur la question, c'est vrai que la place 29e pour l'Australie n'est pas préoccupante. D'ailleurs, RSF le dit dans son bulletin. En revanche, on voit que le phénomène de la concentration des médias implique de plus en plus une vigilance au niveau de l'Australie. Rupert Murdoch, évidemment, contrôle aujourd'hui en Australie 60% de la presse australienne. Donc on voit que c'est une mainmise sur la presse. Sachant que Rupert Murdoch, il a un petit peu deux côtés. C'est-à-dire que dans certains cas, il va mettre une mainmise totale sur les médias, et pour d'autres, il va avoir, on va dire, un interventionnisme un interventionnisme, c'est ça, plus léger, si le média produit, on va dire, de bonnes recettes, qui fait des bons chiffres. Donc, en fonction, on voit que c'est plus ou moins prononcé. C'est peut-être plus prononcé chez Rupert Murdoch sur Fox News aux États-Unis, par exemple, qui est, on va dire, l'exemple typique. En Australie, c'est peut-être moins le cas, même si quand même c'est préoccupant, et RSF le souligne dans son rapport. Donc, je pense qu'il faut en effet rester vigilant par rapport à l'Australie. La situation n'est pas catastrophique par rapport à d'autres pays. Oui. En revanche, il faut Mais rester, pour une démocratie, c'est assez bas, il faut rester vigilant. Parce qu'il y a même des autorités de régulation des médias, comme l'ACMA, l'Australian Press Council. Et après, j'ai envie de dire, c'est comme en France, où on est quand même 25e. La France, qui est toujours perçue comme une forme d'idéal démocratique, où tout va bien, c'est un petit peu l'idée qui est parfois diffusée. On voit bien que finalement, non, tout ne va pas très bien, puisqu'on a perdu quand même 4 places entre 2021 et 2024. Donc, je pense que les démocraties... Donc on est à laquelle place là, On est aujourd'hui à la 25e Okay. place, on était à la 21e place en 2024. Donc on voit que l'ensemble des démocraties sont concernées. Il ne faut pas considérer la liberté de la presse comme acquise. Je pense qu'il ne faut pas se reposer sur ces acquis, rester vigilant en permanence. Et l'Australie fait partie de ces démocraties où, en effet, la liberté de la presse est... on va dire, doit être observé avec un œil de vigilance. Okay. Et ben justement, tu parlais de la France. Si on prend ce cas français, on observe de plus en plus une concentration des médias, une appropriation croissante des titres de presse par des grands groupes industriels et financiers et des milliardaires aussi. Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Xavier Niel ou encore Rodolphe Saadé, pour ne citer que, bien sûr. Pourquoi ces hommes d'affaires qui possèdent déjà de grandes entreprises, qui ont déjà des grandes actions et un patrimoine financier, je veux dire une santé financière, ils n'ont pas forcément besoin des médias pour survivre? Pourquoi ils choisissent, eux particulièrement, d'investir dans ce secteur? Je pense qu'il ne faut pas considérer que les milliardaires investissent aujourd'hui dans les médias pour des raisons économiques, parce qu'on sait que les médias sont déficitaires. Donc c'est absolument pas la raison. La raison, c'est l'idéologie, la diffusion d'informations. Mais après, je pense qu'il ne faut pas mettre l'ensemble des milliardaires qui possèdent les médias dans la même case. Je pense qu'il faut distinguer bien deux choses. La première, il y a certains, en effet, hommes milliardaires qui achètent, qui contrôlent des médias dans un but idéologique. Et c'est revendiqué comme tel par eux d'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, tandis que d'autres veulent faire vivre la liberté de la presse. Et j'en témoigne avec deux exemples. C'est par exemple, Xavier Niel, qui possède entre autres Le Monde, Le Monde est financé par un fonds d'investissement pour une presse libre. Donc, c'est-à-dire que l'actionnaire ne peut pas intervenir directement. Oui, il y a un intermédiaire. Voilà, exactement. Et c'est pareil pour Libération avec Patrick Drahi. Donc, je pense qu'il faut quand même séparer
ces deux choses-ci, et peut-être rappeler un petit peu aussi un chiffre qui permet d'avoir une vision. 90% des médias privés sont possédés aujourd'hui par 9 hommes milliardaires. Donc ça montre bien que la concentration des médias en France est réelle et qu'elle est préoccupante. Et donc justement, à quel moment on peut dire que c'est un danger pour la démocratie? Est-ce que certains médias sont devenus dangereux pour la démocratie en France? Dangereux, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que il y a aujourd'hui une volonté d'accroître l'idéologie dans l'information. Le fait de détenir un média n'est pas problématique en soi, mais quand on commence à voir des milliardaires qui accumulent de plus en plus de médias sans en réalité que la loi les empêche, parce qu'il faut rappeler qu'on a quand même des lois anti-concentration, de médias en France, entre autres en 1944 et dans les années 1980, il me semble 1986. Et en réalité, on voit que ces lois ne produisent strictement rien du tout dans le paysage audiovisuel parce que, bon, je prends l'exemple typique, mais j'aimerais qu'on montre aussi qu'il y a d'autres milliardaires. Par exemple, Vincent Bolloré, on voit qu'il achète de plus en plus achète entre guillemets, qui contrôle de plus en plus de médias et qu'il n'y a aucune loi qui permette de le stopper. Donc, on se demande la réelle utilité de ces lois anti-concentration. Je pense qu'il faudrait vraiment que les politiques se mettent autour d'une table pour réfléchir à réguler cette concentration des médias qui est de plus en plus importante. Après, c'est aussi une volonté politique qui n'est pas partagée par tous. Et Vincent Bolloré, ce qui est assez surprenant et particulier dans ce paysage médiatique français, c'est qu'il rachète des médias, il les concentre dans différents groupes. Il possède aussi des éditions, les éditions Fayard, Hatier également, Hachette. Il possède tout ce qui est la partie Géo, Gala, il me semble, des médias comme ça, Télé Loisirs, tout ça, qui regroupe dans un des sous-groupes, Prisma Media, Vivendi, qu'il rachète ensuite. Enfin, c'est assez fou quand on regarde c'était une carte qui avait été proposée qui est réactualisée chaque année par Médiamétrie et Le Monde, qui montre en fait cette concentration de la presse. Et on voit qu'il y a des petites ramifications à chaque fois de Vincent Bolloré qui, à la fin, concentre tout. Pourquoi il fait ça? En fait, par exemple, sur le cas de Vivendi, Vincent Bolloré a exercé une scission au niveau de ces groupes pour permettre le groupe Vivendi de le coter en bourse. Donc il y a une volonté aussi de générer du profit malgré tout. Et puis ces petites entités, ça permet également d'avoir des conseils d'administration qui sont composés de différentes personnes, de ne pas avoir tout dans un même groupe, mais d'avoir plusieurs petites entités. Ça permet de dispatcher l'ensemble des médias et d'avoir en fait une mainmise, mais sur différents groupes, ce qui permet de noyer un petit peu aussi le poisson. Il y a Prisma Media d'un côté, on voit qu'il a racheté des médias du groupe Lagardère, donc il y a un interventionnisme, sans pour autant qu'il est 100% du groupe. Donc il y a vraiment des stratégies, des tactiques qui sont assez compliquées à expliciter en 2 minutes. Mais en réalité, on voit que l'objectif, c'est d'avoir une mainmise générale sans pour autant se faire prendre par les lois anti-concentration. Ce qui est assez aussi inquiétant, c'est qu'il y a des entreprises financières, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel par exemple, ou Bouygues, qui possèdent des médias. Voire des médias locaux, hein. Par exemple le groupe Centre France La Montagne, c'est détenu il me semble par le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel, je ne sais plus, l'un des deux, mais en tout cas c'est des entreprises comme Bouygues aussi qui investissent pour ces médias. Ça dit quelque chose en fait de la situation également financière du pays et de la relation actionnaire politique médiatique. Après, je pense qu'il y a deux choses. Tout d'abord, il ne faut pas considérer que aucun milliardaire ne doit investir dans les médias. Enfin, je pense qu'il faut les dénoncer, ce phénomène de concentration. Après, il faut rappeler quelque chose aussi qui est important, c'est que si il n'y avait aucun milliardaire qui investissait, comment aujourd'hui on finance nos médias? C'est un vrai problème parce que les médias sont déficitaires, donc peu de personnes veulent se lancer dans l'aventure médiatique, sachant que au final, le coût, la recette, le gain ne sera pas élevé, voire même il peut être déficitaire. Donc, il faut se poser la question des financements aujourd'hui des médias. Et on voit aussi que le fait qu'il y ait des entreprises qui investissent dans les médias, ça peut poser un réel problème au niveau de conflits d'intérêts majeurs. Un exemple, par exemple, avec Vincent Bolloré,
qui avait interdit un documentaire sur le Crédit Mutuel. C'était, il me semble, dans les années 2010, donc avec son arrivée en 2015, on doit être quelques années après. Eh bien, Vincent Bolloré va faire interdire un reportage d'enquête sur le Crédit Mutuel parce que l'un de ses amis, le patron de la banque du Crédit Mutuel était l'un de ses amis. Donc on voit qu'il y a des conflits d'intérêts, qu'on intervient dans l'information et que ces entreprises bien tentent d'investir le monde des médias. Donc d'un côté, il y a l'intérêt, il y a l'aspect financier qu'il ne faut pas négliger parce que s'ils ne sont pas là, il n'y a pas de financement des médias, mais en même temps, on voit que ça apporte des dérives qui sont considérables. Donc c'est un club en fait, et justement quel effet ce club peut avoir, et cette concentration des médias, quelles conséquences ça peut avoir sur le traitement de l'information? Il peut y avoir tout d'abord des pressions au niveau des journalistes qui ne peuvent pas informer les citoyens et les citoyennes de manière convenable, puisque on est interdit de parler de certains sujets, puisqu'on sait que ce sera censuré par la suite, qu'il y aura un interventionnisme. Et puis Vincent Bolloré, par exemple, parce que c'est le cas le plus flagrant, va intervenir dans les rédactions pour, on va dire, écarter une partie de la rédaction, ceux qu'il considère qu'ils ne sont pas comme ses alliés, et puis choisir, en revanche, d'autres personnes il sait pertinemment qui seront acquis à sa cause. Donc ça permet d'avoir, on va dire, un contrôle au sein même de la rédaction en se disant j'ai mes proches qui sont au sein de la rédaction, ils vont contrôler un peu les journalistes. Donc ça permet d'avoir un contrôle Oui, il y avait eu des de grèves avec l'information. le journal du dimanche, Oui. justement parce qu'il l'avait racheté et que une grande majorité des journalistes refusaient de travailler avec lui. Parce qu'ils savaient justement qu'il y avait des purges au Ouais, sein c'est des ça. rédactions, parce qu'ils savaient qu'il y avait un interventionnisme très fort, et ce qui est quand même Pourtant, très... il le dit pas forcément, ou il se dit oui, mais j'interviens pas sur les lignes Mais éditoriales. Mais en justement, fait, intuitivement, il nomme des personnes qui vont être dans son sens. il C'est nomme ça des qui est- personnes, et aussi il y a un exemple qui a été démontré par le journaliste Jean-Michel Apathy et qui est intéressant de revenir là-dessus, je pense, c'est que dans le livre de Philippe de Villiers, il est inscrit, donc Philippe de Villiers a fait son livre et il a indiqué que Vincent Bolloré l'avait proposé d'avoir une émission sur CNews. Et en réalité, on voit que Vincent Bolloré est intervenu auprès de la chaîne CNews pour dire Philippe de Villiers aura son émission. Donc en réalité, c'est une preuve tangible que Vincent Bolloré intervient dans l'information de ce point de vue-là. Et puis, on voit qu'aussi de nombreux journalistes dénoncent le fait que Vincent Bolloré intervienne. Donc, ça montre bien, ce sont des indices qui doivent nous alerter là-dessus. On va traverser l'océan maintenant aux États-Unis. Depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump, l'avenir de la liberté d'expression et de la presse est menacé. Après de multiples plaintes et d'affaires sur les médias comme CBS, le New York Times, le Wall Street Journal, le dernier exemple en date, c'est l'éviction de l'animateur Jimmy Kimmel sur ABC à cause de propos qu'il aurait tenus en critique à Donald Trump. Il a été reconduit depuis, mais Trump menace clairement ici les libertés d'expression, les libertés fondamentales de la Constitution américaine. Il s'en défend justement par l'argument de dire que les médias sont hostiles à la Maison-Blanche. Donc jusqu'où tu penses qu'il pourrait aller? Pourquoi cette politique américaine, elle intervient si fortement dans le paysage médiatique et il va où? Quel horizon? Un exemple tout récent qui permet d'avoir, je pense, une bonne illustration, c'est quand Donald Trump, à bord de l'avion Air Force One, a traité une journaliste de petite cochonne parce qu'il lui avait posé une question qui ne lui plaisait pas. En fait, c'est ça la méthode Trump, c'est-à-dire je prends à part des journalistes qui me posent des questions qui me dérangent. On peut citer plusieurs exemples là-dessus. Par exemple, le Wall Street Journal a été interdit à bord de Air Force One parce que le Wall Street Journal a publié des informations concernant l'affaire Epstein où Donald Trump serait impliqué potentiellement d'après des mails qui ont été diffusés justement par le Wall Street Journal. On a aussi au niveau du Pentagone, on voit que les journalistes devront désormais communiquer le sujet à Peter Hegseth pour voir si l'information peut être communiquée ou non dans leurs journaux. Donc en fait, les journalistes n'ont plus la possibilité de choisir leur sujet, leur thématique. Ça doit être vérifié en amont par la politique orchestrée par Donald Et ça Trump. renforce aussi une opacité en fait de C'est
des institutions. Tout à fait, puisque les journalistes n'ont plus leur libre arbitre. En réalité, c'est le pouvoir de Donald Trump qui dicte la bonne parole, les bons mots aux journalistes. Et puis un dernier exemple aussi, c'est l'agence Associated Press qui a été bannie des événements de la Maison Blanche parce que Associated Press a refusé de nommer le golfe du Mexique, le golfe d'Amérique. Donc on voit bien qu'il y a un interventionnisme très important chez Donald Trump, et dès lors qu'une question est dérangeante, c'est fake news en permanence. Le but, c'est évidemment à la fois de caricaturer les médias qui sont tous communistes selon lui, et puis c'est de discréditer la parole journalistique. Il n'y a que lui qui a la parole, la sainte parole en quelque sorte. Donc en fait, il pourrait aller jusqu'à faire des médias d'État, presque. Si aucun ne veut plus accéder à ces requêtes ou passer par ces barrières un peu. J'avoue que j'en sais rien, mais c'est vrai qu'en tout cas, il faut être vigilant par rapport à ça. On peut considérer Donald Trump comme un plaisantin avec des blagues et tout ça. Il est très proche des politiques, voilà. Mais en même temps, il faut prendre au sérieux et ne pas oublier qu'il y a des atteintes petit à petit sur beaucoup de médias aujourd'hui, et on le voit à travers les extraits que j'ai pu, les exemples que j'ai pu énoncer juste avant. Donc il faut prendre Donald Trump au sérieux. Aussi, la presse, alors que ce soit au niveau de sa liberté, de son pluralisme, elle est de moins en moins protégée par les autorités publiques. On l'a dit, on l'a évoqué, ce sont précisément ces dirigeants comme Donald Trump qui attaquent les médias, les censurent, les orientent pour en faire des relais de propagande ou carrément les rachètent, comme en Hongrie où le Premier ministre Viktor Orban a acquis récemment le quotidien Blick. Il possède désormais 80% du paysage médiatique hongrois, c'est énorme. Il n'est pas le seul, il y a également Javier Milei, Narendra Modi au Japon, et même en Inde, et même au Japon justement avec l'arrivée récente au pouvoir de la nouvelle première ministre conservatrice Sanae Takechi, qui a affirmé vouloir redessiner carrément le paysage médiatique de son pays. Tous ces dirigeants ont en commun une situation problématique de la presse pour leur pays. Est-ce que ça veut dire que l'orientation politique du régime, elle définit clairement la direction que prennent les lignes éditoriales des médias? Est-ce que c'est vraiment important cette orientation politique dans la suite de la continuité vers les médias? On pourrait considérer que les régimes d'extrême droite, à l'instar de Javier Milei, de Donald Trump ou de Giorgia Meloni, vont porter un coup à une atteinte aux médias. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que dans le monde, ce n'est pas forcément l'extrême droite qui va s'attaquer aux médias. Par exemple, le cas de la Chine. J'aimerais revenir là-dessus. Juste pour donner un exemple, puisque vous avez une députée de la France Insoumise, Sophia Chikirou, qui a quand même affirmé que la Chine n'était pas une dictature et que la liberté de la presse était considérable à celle de la France. Il faudrait peut-être rappeler quand même, et je considère que c'est vraiment important, que RSF positionne la Chine à la 178e place quand la France... Je l'ai évoqué dans les 5 derniers pays. Alors que la France, elle, se situe à la 25e place. Donc on voit que donc déjà non, la Chine n'est pas une démocratie, la Chine est un régime autoritaire, et on voit bien que dans ces régimes autoritaires, en Russie, en Chine, l'information est contrôlée de manière très prononcée. Et puis aussi, il y a des journalistes qui sont attaqués, voire exécutés. Par exemple, en Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, le prince héritier, est accusé par la CIA d'avoir dissous un journaliste dans l'acide parce que... il était à l'encontre du pouvoir. Donc on voit que dans les régimes populistes d'extrême droite, bien que ce soit dans des démocraties, mais aussi dans des régimes autoritaires, on voit que les journalistes sont attaqués, que la liberté de la presse est parfois réduite à néant. Donc je pense qu'il y a vraiment deux facteurs qui sont à prendre en considération. Et sur ces journalistes, justement, à Gaza par exemple, toutes les images que l'on reçoit, elles sont le fruit d'un travail courageux de quelques journalistes qui sont les derniers un petit peu bastions de la liberté de la presse dans la région. C'est pareil au Soudan, c'est pareil en Chine, tu l'as dit. Pourquoi on n'a pas plus de réactions internationales sur cette question? Pourquoi il n'y a pas de pression, je sais pas, de l'ONU ou de la communauté internationale? Pourquoi on laisse faire, entre guillemets, même s'il y a des répressions? Pourquoi pas plus de contrôle? Je pense que les médias dénoncent quand même ce qui se passe. Par exemple, à Gaza, je sais qu'il y a de nombreux médias qui déplorent la situation. Le fait que les journalistes ne puissent pas entrer dans la bande de Gaza, ça a été énoncé beaucoup en France. Le fait que également
des journalistes soient tués dans des bombardements israéliens. Je pense que ça a été évoqué. En revanche, c'est vrai qu'au niveau de la communauté internationale, au niveau des organisations internationales, c'est dénoncé, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de moyens d'action pour inverser la situation. Donc, c'est assez préoccupant de se dire que on constate, on dénonce, mais après, qu'est-ce qu'on fait en pratique? On a l'impression qu'il n'y a pas d'instruments qui peuvent être mis en place. Donc, c'est vrai que voilà, je pense que les médias jouent leur rôle en dénonçant ce qui se passe. Malheureusement, je pense que dénoncer ne suffit pas. Quels sont les sujets sur lesquels aujourd'hui c'est le plus difficile d'informer selon toi? Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a des conflits internationaux. Évidemment, vient de l'évoquer à l'instant, le conflit israélo-palestinien est un conflit qui est extrêmement clivé au sein de la société et clivant. On voit que des médias prennent position pour l'un, que d'autres médias prennent position pour l'autre, et certains essaient de prendre position entre les deux. C'est des sujets qui touche en réalité un historique, parce que le conflit israélo-palestinien, vous avez pu l'évoquer avec Michel Tarzinski dans le premier épisode, on voit que ça date pas de 2025, c'est des années et des années auparavant. Donc il y a une historicité au niveau des conflits qui crée aussi, je pense, une forme de bipolarisation. On voit qu'au niveau du conflit russo-ukrainien par exemple, la bipolarisation est quand même moins prononcée En France en tout cas, au niveau des médias. Donc voilà, et aussi je pense qu'il y a les thématiques sociétales, par exemple la question de l'avortement, du féminisme, l'environnement. Ce sont des thématiques qui sont extrêmement clivantes au sein de la société, au sein des médias. Et donc, je pense qu'aussi, le clivage qui peut être ressenti au sein de la population peut se faire également ressentir dans les médias. Donc, on voit que voilà, certains médias prennent plus position que d'autres, tandis que d'autres essayent plus d'analyser les enjeux. Et peut-être aussi informer sur les médias et sur l'information finalement. C'est difficile. Oui, parce que on voit par exemple au niveau du conflit israélo-palestinien que l'information manque à l'appel, que on s'appuie sur 2-3 journalistes qui sont présents dans la bande de Gaza, mais que les journalistes ne puissent pas se rendre sur le terrain, des médias français, mais aussi l'ensemble des médias internationaux. C'est vrai que les journalistes sont dépendants de l'information là-bas, et c'est bien dommage le fait que voilà, des médias français, locaux, puissent voir aussi de leurs propres yeux la situation là-bas, et de se rendre compte aussi de cette situation qui est extrêmement préoccupante. Justement, je reviens là-dessus. Comment ces sujets d'actualité, on peut sortir du cadre international, hein, tu peux prendre des exemples si tu veux plus spécifiques, comment ils sont instrumentalisés par les politiques aujourd'hui? On voit que les politiques ont de plus en plus une difficulté les politiques interviennent de plus en plus dans le monde médiatique pour instrumentaliser des thématiques et des sujets, et ça passe aussi par un dénigrement des journalistes et des médias. C'est-à-dire que dès lors qu'une question est posée, on préfère attaquer le journaliste sur sa question plutôt que de répondre. Donc on voit qu'à travers ce biais, on évite de répondre à la question, on exerce une forme de détournement. Et puis, on ne répond pas à la question pendant ce temps-là. Et puis, aussi, les politiques tentent de monopoliser la parole, c'est la mise à l'agenda politique sur les sujets dont ils veulent mettre au sein des médias. C'est ce qu'on appelle donc la mise à l'agenda politique, c'est-à-dire que les politiques vont tenter de mettre au sein des médias des thématiques importantes. Ça me fait penser un petit peu Marine Tondelier, qui avait pris le micro de Quotidien il y a quelques jours pour, au lieu de répondre à une question de Jean-Luc Mélenchon, parler de la thématique de l'environnement. On voit que elle est tout à fait légitime sur cette thématique, mais on voit que c'est pas elle qui dicte le discours et les questions du journaliste. Exact, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que bien que Marine Tondelier soit en effet dans un parti d'Europe Écologie Les Verts, pour autant, le fait qu'elle
ne répondent pas à la question et qu'elle, au contraire, s'approprie le micro pour parler de la thématique qu'elle veut, bon, je pense que c'est aux journalistes aussi de décider des questions qu'ils veulent poser, des questions qui sont légitimes parce qu'il y a un travail journalistique derrière et c'est pas aux politiques d'imposer des thématiques et des sujets parce que ça reflète aussi une forme de communication, d'idéologie politique qui est présente dans tous les partis politiques. Et justement, le but du journaliste, c'est de décrypter, d'analyser et de faire le tri et de pas, on va dire, submerger les citoyens, les citoyennes par de la communication. Le décryptage est plus intéressant. Sur l'agenda politique, justement, tu confirmes un petit peu la citation que Pierre Bourdieu avait tenue quand il disait que les médias disent moins ce qu'il faut penser que ce à quoi il faut penser. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en train de revenir en arrière, de le sens, oui, ils disent ce à quoi il faut y penser, mais à quoi il faut penser, mais ils disent aussi un petit peu ce qu'il faut penser avec CNews, avec Europe 1 ou d'autres médias à l'extrême gauche. Moi, je pense que, en effet, la citation de Bourdieu est quand même pertinente, puisqu'on voit que les thématiques de sécurité, d'immigration, d'environnement sont quand même plus présentes dans l'espace public et qu'au fur et à mesure, les pouvoirs politiques, les citoyens s'emparent de ces thématiques. Donc, les médias permettent une visibilisation de thématiques. Mais on remarque aussi que il y a une prise de position de la part des médias sur ce qu'on doit penser. C'est vrai que, par exemple, sur CNews, les thématiques de l'immigration, de l'avortement, La violence en général. Ouais. la violence, l'insécurité sont des thématiques qui reviennent extrêmement régulièrement et on a un effet loupe, c'est-à-dire qu'en écoutant ces informations, mais je pense qu'il faut aussi décentrer sur le cas de CNews et plus globalement, Oui, c'est ça. l'ensemble des médias donne parfois l'impression qu'il y a une montée de l'insécurité, une montée de la violence dans notre pays. En réalité, les chiffres montrent, et plusieurs historiens le montrent d'ailleurs, que la violence n'a pas augmenté, n'a pas explosé ces dernières années. Donc il peut y avoir un effet loupe aussi, le fait d'évoquer certaines thématiques plus que d'autres. Il y a un outil qui est très intéressant, c'est l'outil de l'INA qui permet de voir combien de fois le mot a été utilisé dans les médias. Eh bien, quand on remarque ça, la thématique immigration, sécurité, mais dans tous les médias confondus, a explosé et on peut revenir loin dans le temps, même le terme de wokisme, par exemple. En revanche, on voit que la notion de féminisme apparaît uniquement le 8 mars, le mois de mars pour la journée des droits des femmes. En revanche, les autres mois, le terme de féminisme est quasiment inexistant. Donc, on voit que les politiques participe à cette mise à l'agenda politique également, et la citation de Bourdieu, je pense, est pleinement dans son jus. Et nous deux, on le voit dans les études de journalisme, dans la profession, il y a davantage de parti pris, de discours d'opinion, de militantisme qui alimentent certains médias. Est-ce que toi, tu penses que c'est un problème de taille pour le journalisme ? Je pense que le journalisme, c'est pas de l'opinion, c'est de l'information. Et aujourd'hui, on assiste de plus en plus à un phénomène que j'appellerais la montée des toutologues, c'est-à-dire des invités sur les plateaux télé qui parlent de tout, qui savent tout, enfin, qui savent croire tout, et puis on prend ça comme acquis. Je prends un exemple. Le fait d'inviter Patrick Sébastien dans la grande interview d'Apolline de Malherbe, journaliste sur BFM TV de 8h30 à 9h, Patrick Sébastien a été invité comme un politique. Or, on rappelle que Patrick Sébastien, c'est un animateur avant tout. Alors, il s'est défendu comme quoi il était proche du peuple, etc. Mais il y a une différence entre être proche du peuple et entendre des choses et pouvoir répondre à des questions qui demandent une expertise, parce que tout le monde n'est pas capable de produire un discours. Enfin, tout le monde peut produire un discours. En revanche, tout le monde n'est pas capable d'analyser un discours de manière objective. Oui, et puis on le met au même rang que d'autres politiques. C'est ça. Que et après, on analystes. voit par exemple le lendemain, le ministre de l'Europe a dû réagir sur des propos de Patrick Sébastien. Enfin, on voit bien qu'il y a quand même une différence.
Et pareil sur le cas de France Info, parce qu'il n'y a pas que CNews, la nouvelle émission de France Info le vendredi, samedi, qui s'appelle Le pour et le contre aux alentours de Oui. 22 heures, on voit qu'il il y a Nathan Dever qui est un écrivain et Paul Melun un essayiste, et les deux, pendant chaque week-end, vont interagir sur des thématiques diverses et variées. Il me semble que quand on est écrivain, ou quand on est essayiste, On peut pas tout maîtriser non on ne plus, peut il pas faut tout l'admettre aussi. maîtriser. Et voilà, c'est ça. Et c'est ce que j'appelle donc les tautologues. Je pense que c'est un terme qui est intéressant, puisqu'en effet, c'est des personnes qui produisent un discours sur tout, mais ils ont un avis sur tout, mais pour autant, il n'y a pas de chiffres qui sont communiqués. Souvent, le raisonnement est basé à partir d'exemples. J'ai vu quelque chose, alors j'en fais une généralité. Et c'est un petit peu le cas aussi de Patrick Sébastien, c'est-à-dire j'ai parlé à quelqu'un, donc tous les Français pensent ça. Ben, malheureusement, non. Et à travers des instituts de sondage, et à travers des enquêtes sur le terrain, on voit que les réalités sont différentes. Donc, ce phénomène-là est assez, je trouve, est de plus en plus présent. Et ce phénomène participe aussi avec la montée des chaînes d'information en continu. Je pense que France Info, avec cette nouvelle émission du pour et le contre, a voulu aussi concurrencer, parce qu'on voit que les audiences de France Info sont quand même assez basses par rapport à CNews. Donc peut-être que France Info a voulu concurrencer un petit peu, on va dire, ces plateaux avec des discours où tout le monde réagit sur tout et n'importe quoi. Donc voilà, cette émission de France Info s'inscrit, j'ai envie de dire, sur plusieurs émissions des chaînes d'information en continu qui produisent des discours sur des thématiques dont ils ne maîtrisent pas forcément. Autre thématique donc que je tenais à aborder avec toi Antoine, celle des relations entre les réseaux sociaux et le journalisme, et également celle de la désinformation, parce qu'aujourd'hui il y a une hausse considérable du nombre de jeunes je prends les jeunes, mais ça peut être une grande hausse générale de tout le public, qui s'informent sur les réseaux sociaux, qui délaissent le journalisme des canaux traditionnels. Ils préfèrent Hugo Décrypte et Brut à France 2 et BFM. Bah d'abord, quelle différence toi tu fais entre le journalisme et les médias dits traditionnels avec l'information transmise sur les réseaux sociaux? Donc, je pense qu'il ne faut pas adopter une vision de Gaulois réfractaire en disant que les réseaux sociaux, enfin que l'information n'a pas sa place dans les réseaux sociaux. Je pense que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est dépassé. Il Ouais. faut que les médias s'inscrivent aussi dans la société contemporaine avec la montée des réseaux sociaux. En revanche, moi, j'émettrais quand même une différence. Je pense qu'aujourd'hui, les médias traditionnels doivent occuper les réseaux sociaux, parce que ça permet d'avoir une visibilité auprès des jeunes. Parce qu'on sait que les jeunes s'informent principalement à travers les réseaux sociaux. J'ai pu l'expérimenter également sur le terrain lorsque j'ai pu faire des rencontres On y reviendra, dans ouais, les après, collèges et pas les de souci. lycées. On voit que le fait pour des médias comme Le Monde, Valeurs Actuelles, je prends n'importe quoi pour montrer que de gauche, de droite, on s'en fiche, mais ça permet, ça permet aux médias d'avoir une plus grande visibilité sur les réseaux sociaux, parce que les jeunes vont aussi voir que ce média existe, et Le Monde a produit un article, donc je vais aller le voir, je vais aller sur son C'est site ça, une autre internet. façon d'informer, peut-être aussi un moyen de communication Ouais, je pense que supplémentaire. voilà, c'est ça, c'est Il y a cette partie-là, d'élargir c'est le ça. champ des possibles. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est des journalistes ou des influenceurs, parce que la frontière est parfois extrêmement fine, qui produisent du contenu sur les réseaux sociaux, mais en dehors donc des médias traditionnels. Je pense le plus cité, c'est Hugo Décrypte, qui est donc qui est un journaliste reconnu. Là, tu le considères comme un journaliste, vraiment? Je pense que Parce que c'est aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce que relayer simplement du contenu journalistique, c'est être journaliste? moi, j'émettrais une nuance par rapport à ça. Je pense qu'au début, le contenu produit par Hugo Décrypte était journalistique, mais on voit que de plus en plus, et ça je pense que c'est l'effet des réseaux sociaux, son contenu est de plus en plus putaclic, c'est-à-dire que c'est des titres voyants où le but est d'aller cliquer sur l'information pour la voir. C'est avec des titres accrocheurs Des et images d'illustration, des beaucoup. images d'illustration. Là, je voyais par exemple, la dernière fois qu'Hugo Décrypte a fait une vidéo, c'était l'homme qui a 500 000 prénoms, enfin, un truc du genre. Et on voit que bah, forcément, ça attire, on a envie. Mais après, est-ce qu'on peut considérer ça comme vraiment de l'information pure ?
On est plutôt sur du divertissement, information. Je trouve que la frontière est de plus en plus fine. Alors après, il ne faut pas nier que Hugo Décrypte apporte des éléments d'information et d'actualité qui sont précieuses pour les jeunes parce que beaucoup de jeunes s'informent à travers ça et donc ça leur permet d'avoir cette information-là. Mais on voit que de plus en plus, l'information dérive sur d'autres aspects qui peuvent être du coup le divertissement. Et moi, je pense qu'il y a un élément qui est essentiel, c'est une question que l'on doit tous se poser aujourd'hui. Est-ce qu'on peut, sur les réseaux sociaux, diffuser une information avec un véritable contenu journalistique qui est argumenté, complémenté, documenté en un espace très réduit. Parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit court, et il faut que ça attire l'œil. Donc, est-ce que ça, c'est pas en opposition totale avec l'essence même du journaliste? Parce que le journaliste, il ne doit pas produire un contenu qui doit être rapide, voyant. Le but, c'est de produire un regard objectif, documenté, d'aller sur le terrain, de produire une information. Donc, c'est une véritable question. Je ne considère pas avoir la réponse, mais je pense qu'en tout cas, il faut se la poser et considérer qu'aujourd'hui, l'information sur les réseaux sociaux, il faut faire attention à ne pas qu'elle dérive sur de l'information qui soit divertissante et qui ne soit pas en réalité une information journalistique. Et toi, une dernière question, Antoine, pour avoir ton regard également, ton retour d'expérience, parce que tu étais intervenu dans quelques classes de collège, de lycée, pour échanger avec les jeunes sur le monde du journalisme, sur les médias, sur la désinformation. Quelles conclusions tu en tires? Quels résultats et quelles réactions tes interventions suscitent? Alors déjà, pour resituer un petit peu dans le contexte, moi je suis intervenu du coup dans des classes en Haute-Saône, donc qui est un milieu assez rural. On ne parle pas ici de villes, de grandes métropoles. Et je suis intervenu dans des classes où les difficultés étaient quand même apparentes d'après les enseignants. Et on voit quand même que les collégiens, pour reprendre cet exemple, étaient quand même intéressés par le fait de découvrir le monde des médias et de ses enjeux. Et pour avoir réalisé quelques quiz avec eux, j'ai pu remarquer que Hugo Décrypte était quand même une information qui était extrêmement connue sur les réseaux sociaux, qui était un petit peu la référence pour les jeunes. Mais pour autant, les jeunes connaissaient pas que ça, c'est ça? Ils ne connaissaient en grande majorité, ils connaissaient en effet Hugo Décrypte, c'était un petit peu la référence. Mais quand on creusait, beaucoup, par exemple, regardaient le JT de 20h. Le JT de 20h est quand même une référence pour beaucoup de collégiens. Et en même temps, j'avais pu remarquer que c'était assez paradoxal. D'un côté, vous aviez beaucoup de collégiens qui étaient très longtemps, qui passaient énormément de temps sur les réseaux sociaux. Ça allait parfois de 6 à 8 heures par jour. Et en même temps, ils étaient conscients que de nombreuses fake news étaient diffusées sur les réseaux sociaux et que ces jeunes avaient davantage confiance en les médias traditionnels que les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il ne faut pas considérer non plus que ça fait partie des débats qu'on a en ce moment avec Emmanuel Macron, considérer que les jeunes ne jurent que par les réseaux sociaux, qui ne sont pas conscients. Je pense qu'en réalité, ils sont pleinement conscients de la chose. Mais en effet, le côté des réseaux sociaux, c'est divertissant, ça va vite, ça permet de passer le temps. Je pense qu'à ce côté-là, c'est assez contradictoire. D'un côté, ils sont conscients et en même temps, ils y passent beaucoup de temps. Bon, mais peut-être pour contrebalancer un petit peu notre discours, pour apporter une petite touche positive, moi, de mon côté, avec mes échanges, je vois que malgré les dangers qui pèsent sur le journalisme, il y a toujours des jeunes qui veulent devenir journalistes. Je pense que on peut en témoigner. Ça, c'est un message d'espoir, de résistance qui est envoyé, qui est important à souligner. Et c'est ici que s'achève donc notre émission. Un grand merci à toi, Antoine Boré. Bien, merci pour l'invitation. Pour tes éclairages et ton regard sur ce sujet important. On a pu aborder pas mal de thématiques. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Comme d'habitude, votre podcast est à retrouver sur YouTube et sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. À très vite sur Enquête Inter.